Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, très heureux de vous retrouver, même si c'est sous une forme extrêmement virtuelle et abstraite, et par les bons soins de Fabio. Comme je l'avais annoncé au début de la dernière, ou de ce qui deviendra donc l'avant-dernière séance, je vais essayer de dire quelque chose aussi, aussi philosophique que possible de ce qui nous arrive, mais non pas au sens où, quoique nous ayons tous suivi ces dernières semaines des formations accélérées en virologie, non pas quelque chose sur la nature de la crise elle-même, je veux dire du coronavirus, sur lequel, au niveau sanitaire, je n'ai pas plus d'opinion que celle que nous avons tous, que sur ce que la philosophie peut en dire, ou une partie de ce qu'elle peut en dire, c'est-à-dire examiner les modèles, les paradigmes qui permettent à l'esprit humain d'appréhender le pire, d'appréhender un événement qui se caractérise par son aspect négatif et je dirais presque, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, universellement négatif, puisqu'on a beaucoup glosé sur la différence entre les confinés embourgeoisés de campagne et ceux qui devaient subir un confinement dans un studio de banlieue, et je ne nie évidemment pas la différence, mais le fait majeur me semble être aussi, indépendamment du fait que cela illustrait des inégalités sociales préexistantes, le fait majeur est que, de manière quasi universelle, en tous les cas généralisée pour ce qui est de la France, les effets de cette pandémie se sont fait ressentir jusque dans nos corps et jusque dans la possibilité de la première forme de liberté, la plus élémentaire, la liberté de mouvement. Et quelles que soient, je dirais, les conditions plus ou moins bonnes ou plus ou moins mauvaises du confinement ou de l'assignation à résidence, personne ne peut se situer, même au plus haut niveau des autorités financières et politiques, totalement en dehors ou au-dessus de la mêlée. Ce qui permet, au fond, de porter un discours, non pas tant, je le répète, sur la gravité réelle ou exagérée de la pandémie comme telle, ou de la maladie comme telle, mais de réfléchir aux modèles et aux concepts qui nous permettent, plus ou moins adéquatement, de saisir le pire, car c'est une des dispositions de l'esprit humain que de construire des catégories ou d'imaginer des concepts qui lui permettent justement d'envisager un événement de nature négative de telle sorte que l'on puisse le rationaliser. Et de ce point de vue-là, je pense que ce qui nous arrive, non pas l'événement comme tel, mais le modèle dans lequel il s'inscrit, le modèle d'interprétation dans lequel il s'inscrit, ces modèles-là préexistaient évidemment à la crise. Et celui ou le concept sur lequel je vais le plus insister, c'est le concept de catastrophe, en tant qu'il a d'ailleurs un rapport assez étroit avec la fin du monde ou l'apocalypse. Ce sera l'essentiel de mon intervention. Mais avant cela, je voudrais tout de même dire un mot de l'autre concept, un peu concurrent, si on peut dire, qui est utilisé pour décrire ce qui nous arrive, et qui, je le dis tout de suite, m'apparaît sans doute comme étant plus adéquat, mais je vais centrer sur celui qui, à mon avis, est dominant, donc catastrophe, fin du monde. Mais l'autre concept, c'est le concept de crise. Et ce concept a une certaine validité. Bon, évidemment, il fait l'objet d'un usage générique dans nos sociétés contemporaines, aussi bien au niveau économique qu'au niveau écologique. On parle de crise du climat, comme on parle de crise financière. Mais il faut rappeler que le concept de crise, crisis en grec, est un concept dont l'étymologie est d'abord médicale, ce qui déjà, en un sens, le rapproche sans doute, ou le rend relativement adéquat, peut-être plus que quand on parlait de crise financière ou économique, le rend adéquat pour rendre compte ou pour expliquer, ou en tout cas pour nous représenter le mal qui arrive. Qu'est-ce que c'est que la crise? Qu'est-ce que c'est que la crise dans le domaine de la médecine? Eh bien, la crise, ça définit ce moment où une maladie se caractérise par un changement subi, une sorte d'accélération, et où la pathologie de cette maladie joue son destin, si je puis dire, soit la guérison, soit la mort. Donc la crise, c'est le moment où la crise, c'est le moment exaspéré de la maladie, où se joue son issue qui évidemment trouve son caractère dramatique dans le fait qu'elle peut être, cette issue, fatale. Autrement dit, une crise, c'est un événement qui fait rupture, au sens où c'est l'événement où tout se décide.
Et crisis est construit à partir du mot grec krinein, qui veut dire décision ou choix. D'ailleurs, un bon médecin, précisément, c'est celui qui va saisir le moment de la crise comme le moment opportun pour apporter le traitement, pour décider, pour choisir le traitement qui est le plus adéquat au mal que l'on entend guérir. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir concernant l'étymologie, ce n'est pas la seule étymologie, mais c'est la principale, l'étymologie médicale du concept de crise, c'est qu'il n'y a de crise que pour des organismes vivants, c'est-à-dire que l'organisme porte en lui la possibilité de la mort, comme le disait déjà Aristote, hein, il est inscrit dans le concept de vivant de devoir mourir, hein, chose que nous avons peut-être parfois tendance à oublier ou que nous apprenons parfois avec stupeur dans la bouche de Jérôme Salomon de manière quotidienne. Le vivant est amené à mourir un jour, si je puis dire. Et d'autre part, autre aspect qui lie très fortement le concept de crise au concept d'organisme, c'est que d'organisme vivant, c'est que la crise est presque toujours une crise de croissance, c'est-à-dire que c'est le moment où la maladie, qui est un élément du vivant, et particulièrement d'ailleurs lorsqu'il s'agit d'une maladie virale, la maladie est un élément du vivant, c'est-à-dire qu'il participe, même si c'est contre notre corps, de la logique du vivant qui est de vouloir se conserver, et en l'occurrence au détriment du corps dans lequel le virus est inscrit. Et cette dimension médicale d'une part, et puis en même temps liée à la croissance qui, je le répète, peut trouver une accélération qui va remettre en cause l'immunité du corps, se retrouve ou explique pourquoi le concept de crise fait des usages ou a des usages qui sont très largement ou qui vont finir par dépasser largement le cadre strictement médical. On parle par exemple de crise d'adolescence. La crise d'adolescence, c'est précisément ce moment, si je puis dire, intermédiaire, enfin l'adolescence, c'est ce moment intermédiaire qui marque la mort de l'enfance, mais qui est encore, si je puis dire, qui précède encore la naissance de l'état adulte ou la naissance de l'adulte. Alors pourquoi est-ce une crise ? Précisément parce que la croissance de l'organisme, en l'occurrence de l'individu, le détache de l'état dans lequel il se situait, l'enfance, sans encore l'introduire directement dans l'état adulte. Il y a donc là l'idée d'un événement qui marque nécessairement le passage à quelque chose de nouveau. Il est intéressant de voir que Rousseau, dans l'Émile, décrit l'adolescence. L'Émile est un livre de pédagogie qui donc est construit sur la chronologie de la vie du jeune Émile, de sa plus grande enfance, de son état de nourrisson jusqu'à l'état adulte. Et dans le livre 4, qui marque le moment du passage d'Émile à l'adolescence, c'est-à-dire à la puberté, Rousseau parle de crise pour définir ce passage. Donc il ne parle pas de crise d'adolescence, mais c'est pourtant bien cela dont il s'agit. Et pourquoi est-ce que c'est une crise ? Pourquoi donc cela ne va pas sans des tourments singuliers, l'adolescence ? Alors Rousseau explique, parce que c'est le moment où apparaît par la puberté des désirs sexuels qui n'étaient pas connus par l'enfant, en tout cas pour Rousseau. Rousseau n'est pas Freud, il ne pense pas que l'enfant est un pervers polymorphe et a une sexualité. Donc c'est le moment où apparaît la puberté, donc une sorte d'élan vital de nature, je dirais, sexuelle, mais dans des conditions organiques qui sont encore celles de l'enfance, c'est-à-dire qui ne permettent pas à cet élan sexuel ou à ces désirs sexuels de se réaliser. Donc l'adolescent, c'est celui qui passe du statut d'enfant aux yeux de Rousseau, là je ne rentre pas dans le détail, indifférent aux autres en tant qu'autres, au statut d'adulte ou de préadulte qui va commencer, en l'occurrence pour ce qui est d'Émile, d'être loin d'être indifférent, d'être fasciné, si je puis dire, par le corps des femmes. Mais qui n'est pas en position encore de réaliser, sauf de manière violente et brutale, je dirais, de réaliser son désir. Et donc il y a crise parce qu'il y a, et c'est le deuxième aspect fondamental après l'aspect croissance, contradiction entre d'une part ce que je désire, ce que je veux, et d'autre part, en l'occurrence puberté, désir sexuel, et d'autre part ce que je peux, la possibilité de réaliser ce désir. Alors si j'ai cité Rousseau, c'est parce qu'il est le premier aussi, non seulement à parler de crise pour caractériser un âge de la vie,
Mais il est le premier, à ma connaissance du moins, à utiliser le concept de crise dans un champ ou dans une acception de nature politique. Dans le même livre, l'Émile, il écrit « Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions ». Ce qui évidemment l'Émile est écrit en 1762, donc cette phrase est souvent citée comme, à tort d'ailleurs si on regarde le détail, ce que je ne vais pas faire ici, mais comme étant prophétique, puisqu'il annonce le siècle des révolutions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'évidemment en 1789, il y aura une révolution. Mais lorsqu'il dit « nous approchons de l'état de crise », il l'entend cette fois-ci au sens, mais c'est toujours la même définition, simplement appliquée à un autre champ, au sens social du terme, c'est-à-dire que Rousseau suggère que l'écart, ou plus exactement la contradiction, entre les inégalités de richesse, les inégalités sociales de plus en plus grandes, et puis l'aspiration générale marquée par le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, à plus d'égalité et plus de liberté, eh bien cette contradiction prend, au XVIIIe siècle, lorsqu'il écrit, 1762 donc, prend un caractère, je dirais, de contradiction absolue, de tension, qui ne peut que se dénouer à ses yeux par une révolution. C'est là où évidemment on peut discuter parce qu'il n'entend pas exactement révolution au sens où la révolution française s'imposera. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a bien toujours dans l'idée de crise une tension entre d'une part une forme de croissance de la maladie, croissance des inégalités, croissance des désirs, on l'a vu pour l'adolescence, et puis l'état précédent, hein, c'est-à-dire avant que la maladie ne croisse, il y a eu la santé, avant que les inégalités n'explosent, il y avait un certain équilibre social, avant que les désirs sexuels n'apparaissent, il y avait une sorte, du moins pour Rousseau, de quiétude de l'enfance. Autrement dit, la crise, c'est véritablement le moment où la rupture n'est plus une option, ou en quelque sorte, un phénomène ou naturel, ou en tous les cas nécessaire, hein, s'il est social, fait que l'état qui précède la crise n'est plus tenable, et que sa perpétuation ne peut se faire que contre, ou plus exactement dans le déni de ce qui est en train de monter en puissance en termes, je dirais, soit, je répète, d'augmentation de la charge virale, d'augmentation des désirs ou de transformation de la société. Et là, c'est intéressant parce que cela montre que le concept de crise, et ça renvoie d'ailleurs à l'étymologie que j'ai citée, c'est le moment du jugement, c'est le moment où tout se décide, donc une crise, par définition, est une transition, ou devrait être une transition. Il ne peut pas y avoir d'installation dans la crise. La crise ne peut pas être un moment, ou plus exactement une période, qui se perpétue indéfiniment. Elle marque nécessairement le moment d'un bouleversement, d'une transformation et d'un changement, quand bien même d'ailleurs cette transformation ou ce bouleversement serait-il négatif, c'est-à-dire mènerait-il, en l'occurrence, si on prend l'aspect médical, à la mort ou au chaos du point de vue social. Or, chacun peut faire l'expérience de ce que le mot crise est employé, je dirais, à tout bout de champ depuis plusieurs décennies, sinon d'ailleurs peut-être depuis le capitalisme lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une généralisation de ce qui au départ était un concept régional au sens où il a d'abord une dimension, je l'ai dit, médicale, une généralisation, disons, à l'ensemble des domaines de l'expérience, et en particulier au champ politique ou au champ social. On parle de crise de la représentativité ou de crise de la démocratie, comme l'on parle, peut-être plus encore d'ailleurs, de crise économique. Mais une crise dont il faut noter qu'elle est devenue structurelle, au point qu'on peut se demander si c'est véritablement une crise. Alors un mot pour expliquer peut-être, ou pour donner une hypothèse, pour expliquer pourquoi nous sommes installés en quelque sorte dans la crise, alors que, je le répète, la crise n'est pas un état dans lequel on est censé pouvoir s'installer, elle est un état qui nous fait sortir de l'état précédent. Une des raisons, il me semble, c'est que comme il n'y a toujours de crise que par la croissance, hein, on l'a vu, croissance de la maladie, croissance du corps humain pour le passage à l'adolescence, croissance des inégalités, eh bien ce terme de croissance, qui a une signification d'abord peut-être biologique, évidemment, il a aussi une connotation économique fondamentale. Autrement dit, je dirais que si la crise est devenue le terme le plus usité pour caractériser, au moins médiatiquement, parfois dans le champ intellectuel et surtout dans le champ politique, pour caractériser la situation, c'est en grande partie parce que l'économie
n'est plus aujourd'hui simplement la science qui régit, mettons, les échanges ou la production des richesses. Elle est depuis longtemps devenue, enfin en tout cas c'est déjà tendanciellement le cas à partir du capitalisme, mais ça l'est beaucoup plus encore depuis une trentaine d'années, l'économie est devenue en quelque sorte le modèle d'intelligibilité générale de la société. Nous envisageons toutes choses, y compris des relations intimes. Hein, on parle aussi donc de ce point de vue de crise amoureuse. Nous envisageons toutes choses du point de vue, je dirais, de nos compétences ou de nos incompétences d'ailleurs économiques. Autrement dit, s'il y a ou si on a un usage sans doute discutable du mot crise pour quantité de phénomènes, eh bien c'est précisément parce que ce qui installe la crise dans nos sociétés et par extension dans nos têtes, dans nos corps, dans nos représentations et dans nos vies, c'est la concentration autour de l'économie, de l'ensemble de nos expériences. Hein. Je veux dire par là, non pas au sens où l'économie comme telle prend une part importante dans nos vies, ce qui est certainement le cas et qui l'a toujours été, mais où nous avons une tendance à interpréter ce qui nous arrive dans des termes économiques de coûts, de bénéfices, et donc de croissance, de décroissance, et par conséquent peut-être aussi de crise. Alors je finis là sur la crise pour dire que finalement, le coronavirus, la pandémie et ce qui l'accompagne serait peut-être l'occasion de retrouver ce concept de crise dans son sens premier, parce que chacun sent, et on l'a vu tout de suite, que cela ne pourrait pas être un état permanent, qu'à l'horizon de cette maladie, eh bien, il y a la mort pour ceux qui malheureusement en meurent, ou bien la guérison, la sortie, mais une sortie dont on sait qu'elle, enfin, dont on présume, dont on présage, dont on affirme, dont on espère, ou dont on craint, ça je le laisse de côté pour l'instant, dont une sortie donc qui ne ressemblera pas au monde d'après. On a tout de suite évidemment cherché à penser ou à craindre ou à espérer le monde d'après. Donc il y a tout de même une conscience aiguë, et je dirais pour le coup probablement légitime, de ce que nous sommes arrivés à un point de contradiction ici, de la maladie d'abord, mais une maladie dont on sait bien qu'elle a des dimensions sociales, politiques. Hein, elle va de la traque du pangolin, je dirais, jusqu'à la gestion désastreuse de l'hôpital public, et que tout cela, en quelque sorte, vient se concentrer dans nos corps, investit notre intimité, transforme nos portes en frontières. À partir de là, je dirais qu'il est difficile de nier la crise ou de faire comme si elle n'existait pas, alors qu'il a été possible de le faire pour une partie de la population, de la crise sociale ou de la crise économique. Donc je dirais que la crise, d'une certaine manière, appliquée à ce que nous vivons, est sans doute un concept relativement porteur, parce que crisis, ça a donné aussi critère crucial, critique. Et l'activité, le rapport entre crise et critique est fondamental, parce qu'évidemment, si la crise, c'est le moment où la croissance d'un phénomène devient insupportable, soit pour le corps, soit pour la société elle-même, alors cela amène nécessairement à porter un regard rétrospectif sur le phénomène lui-même. Si l'accumulation d'inégalités ou si la charge virale, hein, je continue à parler sur les deux plans, devient à un moment ingérable par l'organisme, soit humain, soit corporel, soit social, eh bien, la crise implique en elle-même, porte en elle-même, est elle-même, d'une certaine manière, une critique de l'état qui précède et qui n'a pas pu se perpétuer, justement, sans bouleversement. Donc, à ce titre, parler d'une pandémie comme d'une crise, cela permettrait certainement, bien qu'il ne faille pas être trop optimiste en la matière, mais enfin cela permet en principe justement de porter un regard, non pas tant sur ce qui est en train d'arriver, le nez collé en quelque sorte sur le guidon, mais de regarder ou de rétrospectivement critiquer, c'est-à-dire faire la part entre le grain et l'ivraie. Hein. La crise a aussi un rapport avec le mot crisis avec le tamis, hein, où on essaie de séparer, je sais pas, de l'or du sable. C'est le moment où, au fond, on passe au crible hein, ce qui était acceptable et ce qui ne l'est plus du fait de la situation nouvelle. Donc, en un sens, vive la crise, si l'on veut, prise dans ce sens-là, non pas au sens où elle serait le mode normal de notre vie sociale, mais au sens où un événement de nature, pour le coup, universelle ou quasi universelle, qui est l'épidémie et les mesures qui l'ont associée, pour ce qui nous concerne, les mesures de confinement, cet événement fait que, eh bien, nous sommes
nous sommes a priori, nous devrions être, et ceux qui nous dirigent peut-être davantage, mais c'est là où peut-être le bas blesse un peu, amenés à revoir à nouveau frais, de manière donc critique, ce qui avait précédé et qui a au minimum accru, accéléré, amplifié, démultiplié les effets de la maladie. Mais ce qui peut-être rendra difficile cette critique et d'une certaine manière autorisera un certain nombre d'entre nous de ne pas la mener, enfin l'autorisera ou légitimera le fait de ne pas la mener, c'est qu'il y a un autre paradigme pour penser le pire, le mal ou l'événement dans sa nature la plus néfaste. Et ce modèle, c'est celui de la catastrophe et référé en particulier même jusqu'à la catastrophe ultime, si je puis dire, c'est-à-dire la fin du monde. Or, pour des raisons que je vais indiquer, ce modèle-là, ou ce fantasme-là, mais qui est en même temps un modèle d'intelligibilité, apparemment du moins, ce modèle-là précédait et de loin le coronavirus comme sans doute dominant même par rapport à la crise. Alors il faut tout de suite dire que quand on parle de fin du monde ou d'apocalypse, pas tellement de catastrophe, mais de fin du monde ou d'apocalypse, on passe d'un régime grec de la pensée, crisis, un régime judéo-chrétien. L'idée de fin du monde est totalement étrangère aux Grecs. Elle apparaît d'abord dans la Torah ou l'Ancien Testament pour les chrétiens, dans le livre de Daniel, et puis évidemment dans l'Apocalypse de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Et c'est une idée, c'est un concept, apocalypse, qui signifie littéralement, enfin si on le traduit, c'est un concept grec, mais qui est lié au judaïsme, qui signifie révélation. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Apocalypse, il faut toujours s'en souvenir, n'est pas équivalent à la catastrophe au sens purement négatif. C'est le moment où la fin du monde marque la possibilité de la révélation de la vérité divine, ou plutôt d'ailleurs de la justice de Dieu. C'est pourquoi l'Apocalypse fait à la fois l'objet de crainte et d'espérance, chez les croyants du moins. Parce qu'il y a cette idée qui est très ancrée dans la religion, dans les religions monothéistes d'une certaine manière, toutes, cette idée que la vérité de Dieu et la justice, sa justice ne peuvent apparaître que sur les ruines du monde. Pourquoi ? Parce qu'il faut au fond détruire, ou il faut que soit détruit ce qui fait obstacle au rapport, je le dis de manière rapide, mais il faut que disparaisse ce qui fait obstacle ou ce qui fait écran entre le croyant, le sujet et Dieu, et ce qui fait écran, c'est la somme des institutions, des désirs, des réalités, des objets, des choses qui sont présentes dans le monde. Les religions monothéistes ne condamnent pas le monde comme tel, puisqu'il a été créé par Dieu, par conséquent, il est bon, mais elles condamnent toutes, à des degrés divers, et surtout celles qui ont une dimension plus apocalyptique, elles condamnent l'attachement au monde. Le fait que l'homme ne soit, ou que l'homme et la femme ne soient que inscrits dans le monde comme leur seul horizon. Et de ce point de vue-là, l'Apocalypse, c'est ce moment attendu, dans un mélange d'espérance et de crainte, mais attendu comme celui de la délivrance par rapport au monde marqué justement par la finitude, le mal, la maladie, mais avec cette idée que le monde s'arrêtera comme s'arrête justement une longue souffrance par l'intrusion, si je puis dire, de la justice de Dieu. Alors, cette croyance, qui n'est pas donc simplement la croyance dans la fin du monde, mais la croyance selon laquelle cette fin du monde va donner en quelque sorte aussi la vérité du monde, et ça va être un jugement du monde, elle n'a pas disparu de la modernité, même si elle s'est largement émancipée de son origine religieuse. Chacun peut savoir, et là aussi, avant la pandémie, mais peut-être surtout pendant, qu'existe une fascination tout à fait contemporaine, tout à fait rationnelle, enfin rationnelle non, mais je dirais tout à fait technique en tout cas, pour la fin du monde, que l'on retrouve dans des discours catastrophistes, comme dans des films ou des séries, puisqu'on a eu le sentiment pendant 1 mois et demi de vivre dans une série apocalyptique hollywoodienne, des séries qui mettent en scène la fin du monde.
Et je citerai seulement en fin de parcours un film qui, pour ce qui me concerne, est celui qui me paraît être le plus juste sur cette notion. Mais on voit qu'il y a, et cela d'ailleurs n'a pas attendu le cinéma, hein, il y a une fascination, un désir de saisir la catastrophe, de la voir, d'en être le spectateur, le témoin, et si possible évidemment pas la victime, mais en tous les cas une sorte de fascination pour ce moment où tout va s'effondrer. On parle aussi d'ailleurs aujourd'hui de collapsologie, d'effondrement, pour caractériser ce qui nous arrive, c'est-à-dire ce moment où, alors là on n'est plus dans la crise, hein, c'est pas ce moment où on passe d'un état à un autre par une montée en puissance de la contradiction, mais ce moment où la contradiction est telle que toute réalité finalement disparaît. Alors, je voudrais faire encore une remarque sur l'origine de cette croyance, ou ce principe d'intelligibilité, la fin du monde, l'apocalypse, pour dire qui explique d'ailleurs en partie pourquoi il continue à survivre à cette origine religieuse, pour noter que, je l'ai indiqué, c'est seulement dans les religions monothéistes que l'on trouve l'image de la fin du monde et de l'apocalypse, qui n'est pas exactement la même chose, mais enfin en tous les cas l'idée selon laquelle l'effondrement pourrait caractériser non pas une partie de l'univers, mais la totalité de l'univers, ou en tout cas sa dimension humaine. Je l'indique parce que, comme toujours, quand un concept, une idée se popularise, eh bien, elle fait l'objet d'usages qui sont parfois inadéquats. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est en 2012 qu'on nous a beaucoup parlé de la fin du monde, annoncée, soi-disant, par une prophétie maya, qui situait justement la fin du monde en 2012, et en plus on a greffé un peu de Nostradamus là-dessus, donc il y a eu toute une série qui en plus situait d'ailleurs, ça c'est une côté, si vous voulez, qui renvoyait à l'orgueil un peu, on a eu le village des irréductibles gaulois, mais situait, d'après Nostradamus, un seul lieu qui échapperait à cet effondrement, et ce lieu, c'était un village français dont j'ai oublié le nom à cet instant, mais sur lequel se sont rendus quelques pèlerins à cette occasion. Alors, au-delà de l'aspect un peu comique de la situation, il y avait déjà une erreur originelle, si vous voulez, à utiliser le concept de fin du monde pour une civilisation comme celle des Mayas, dans la mesure où les Mayas, comme les Grecs anciens d'ailleurs, considéraient, et comme la majorité d'ailleurs des civilisations, sauf les civilisations marquées par les monothéismes, considéraient que le monde, sa caractéristique fondamentale, c'est l'éternité. Donc tout au plus peut-il y avoir, et c'est bien cela qui était dans cette prophétie maya, c'est bien cela dont il était question, il peut y avoir des changements de cycle, des transformations à l'intérieur du monde qui marquent non pas tellement d'ailleurs des ruptures, mais des modifications circulaires, mais certainement pas de fin, c'est-à-dire de destruction ou de disparition des coordonnées de l'expérience telles que nous les avons toujours connues, c'est-à-dire dans le monde. Et pour cela, il y a une raison qui est très facile à comprendre, c'est que pour que le monde ait une fin, pour que l'on puisse penser qu'il a une fin et qu'il va disparaître, il faut qu'il ait un commencement. Autrement dit, s'il doit pouvoir revenir au néant, il faut qu'il sorte du néant. Or, les seules et uniques conceptions qui font sortir, ou plutôt les seules et uniques religions, qui font sortir le monde du néant, ex nihilo, par la création de Dieu, ce sont les religions monothéisme, judaïsme, christianisme et islam. Parce qu'il y a dans ces religions, alors à des degrés divers, je le répète, une dimension eschatologique. L'eschatologie, c'est ce qui renvoie à la théorie des choses ou à la croyance liée aux choses dernières, aux choses ultimes. Mais encore une fois, il faut que Dieu soit considéré comme celui qui a la puissance de créer le monde pour qu'il puisse avoir aussi la puissance d'anéantir ce qu'il a créé lui-même. Autrement dit, nous sommes vraiment dans un horizon, je dirais, au sens large, occidental, de la pensée occidentale, avec la fin du monde, qui n'a pas d'équivalent strict dans les civilisations ou les religions ou les cultes ou les rituels d'autres sociétés. Avec toujours cette idée, justement, et cela explique sans doute aussi l'une des dimensions qui font que, même si nous sommes largement déchristianisés, la fin du monde n'a pas disparu avec la
domination, en tout cas du christianisme ou de toute autre religion monothéiste, c'est que finalement, il faut, la fin du monde suppose quelque chose qui était totalement extérieur au monde, à la conception grecque, ou maya, une conscience de la finitude du monde, une conscience de la fragilité du monde. Et évidemment, plus le monde apparaît vulnérable, appelons monde, je reviendrai évidemment sur ce concept, parce qu'en général, quand on parle de fin du monde, et c'est un peu le sens de ce que je vais essayer d'expliquer maintenant, mais quand on parle de fin du monde, on prend le monde en supposant qu'on sait ce que c'est. Bon. Enfin, il faut avoir une conscience que le monde, entendu comme le réel marqué par l'humain, disons, se caractérise par une certaine forme de vulnérabilité, et que donc il n'est pas exclu qu'il soit victime de sa propre fragilité, donc disparaisse et puisse être considéré à la manière d'un organisme vivant, comme ce qui est né et devra disparaître. Alors ce qui a relancé, si je puis dire, l'apocalypse comme hypothèse, cette fois-ci non plus religieuse, mais quasiment rationnelle, c'est, entre autres choses, l'invention de l'arme nucléaire. C'est-à-dire l'invention ou la création d'une invention, d'une énergie dont la puissance est totalement inconnue de la nature, enfin tellement supérieure à toute celle que peut produire la nature, l'énergie atomique donc, qu'elle peut anéantir celle-ci. Et cela a donné à penser à des philosophes, justement, l'idée que nous sommes véritablement entrés maintenant, c'est-à-dire au moment de cette invention, donc en 1940, enfin, au moment en tout cas du test, de ce premier test, et pour l'instant unique test de cette invention, enfin les deux uniques tests de cette invention, en 1945, nous sommes arrivés vraiment au moment de la fin du monde. C'est-à-dire que ce qui jusque-là était de l'ordre de la croyance, de la foi, de la crainte et même de la superstition devenait en quelque sorte un horizon rationnel. Et le philosophe qui a le plus intelligemment pensé ça, c'est Günther Anders, qui est un philosophe important à mes yeux, mais pas aussi important qu'on le dit, mais enfin quand même important, qui a, puisqu'en général, quand on cite une femme, on cite qu'elle a un mari connu, on ne se gêne pas pour la définir à partir de son mari connu. Donc là, pour une fois, je citerai, ou j'identifierai Günther Anders par sa femme, sa première femme connue, puisqu'il a été le premier mari d'Hannah Arendt, qui au passage d'ailleurs dans une des plusieurs lettres écrit qu'elle l'a divorcé de lui parce que véritablement c'est son côté apocalyptique le rangeait à ses yeux tout à fait dans la catégorie des fous. Bon. Hannah Arendt, c'est une philosophe grecque, hein, c'est une philosophe du monde, enfin c'est une philosophe grecque qui se réclame de la Grèce antique, c'est-à-dire de l'idée d'une permanence du monde, d'une force du monde, alors que Günther Anders va être, à partir de son expérience, si on peut dire, d'Hiroshima, profondément concerné, il a même réorienté toute sa pensée autour de l'idée de l'apocalypse, la disparition du monde. Il écrit dans un livre qui s'appelle Le temps de la fin, il écrit « C'est aujourd'hui que ces termes, fin du monde, apocalypse, prennent un sens sérieux et non métaphysique. Depuis l'année zéro c'est 1945, Hiroshima et Nagasaki, depuis l'année zéro, ces termes, donc apocalypse, fin du monde, désignent pour la première fois une fin réellement possible. » Et évidemment, de cette possibilité devenue réalité, hein, c'est-à-dire encore une fois le fait que l'humanité se soit en quelque sorte accaparé le pouvoir qu'avait jusque-là Dieu, c'est lui d'anéantir le monde, eh bien, cette possibilité, au fond, constitue pour Günther Anders et surtout pour beaucoup de penseurs catastrophistes qui le suivront, une rupture anthropologique, quasiment. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas retourner en arrière, il faut tout penser et tout agir sous la possibilité ou à partir de la possibilité, mais possibilité extrêmement réelle, selon laquelle la catastrophe est imminente. Il part d'une idée qui effectivement est une idée empiriquement convaincante, selon laquelle à partir du moment où on dispose d'une possibilité technique, on finit par l'exploiter et par l'utiliser, pour dire que la question n'est pas de savoir si et quand la bombe atomique sera utilisée par une puissance quelconque, et de manière, je dirais, généralisée, pas seulement comme sur une ville, il faut faire comme si ça aura lieu demain, et au fond, c'est là que sont nées, via beaucoup de médiations sur lesquelles je n'insiste pas, toutes sortes de théories du type, qui nous rapprochent sans doute de ce que nous vivons aujourd'hui, du type principe de précaution, c'est-à-dire précisément postuler la possibilité du pire comme déjà réalisé, agir, prendre des mesures et se déterminer
à partir de cette croyance selon laquelle le pire est certain, le pire est sûr. On trouvera d'ailleurs des traces de cette manière de penser déjà dans des philosophies pour le coup antiques, mais antiques tardives, c'est-à-dire pour lesquelles la fin du monde apparaît déjà comme plus sérieusement envisageable, c'est-à-dire par exemple le stoïcisme. Une des règles de la morale stoïcienne, c'est-à-dire qui a pour visée ou qui a pour but de nous rendre au fond indifférents aux événements, c'est de dire, après tout, il faut envisager, bon, mettons précisément, quand j'ai une maladie ou qu'un de mes proches a une maladie, il faut que je considère, je cite quasiment Sénèque, considère qu'il est déjà mort ou que je suis déjà mort. C'est-à-dire, c'est l'anticipatio malorum, la préméditation malorum, pardon, c'est-à-dire j'anticipe le pire, le mal, de telle sorte que s'il advient, ma foi, je ne serais pas étonné, et s'il n'advient pas, je ne pourrais qu'au mieux y voir une bonne surprise, voire un miracle. C'est donc une règle, je dirais, fondamentalement liée à ce qui, dans l'esprit humain, se construit pour essayer de ne pas être trop prisonnier des événements. C'est une règle qui consiste finalement à substituer à l'événement que je ne maîtrise pas une représentation qu'elle je maîtrise, c'est-à-dire, au fond, considérer que de toute façon, cela finira mal, de telle sorte que ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire que l'événement vienne vraiment me transformer, altérer ma conscience, eh bien, il faut se constituer, comme disaient les stoïciens, en citadelle imprenable, c'est-à-dire constituer son âme en citadelle, c'est-à-dire finalement faire rempart avec l'événement, l'événement étant la maladie, la perte, la mort, la destruction et pourquoi pas la fin du monde, faire rempart contre cet événement par mes représentations, mais évidemment des représentations du pire. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment avec l'invention nucléaire et a fortiori, je dirais, avec le réchauffement climatique et tout ce que nous connaissons de la vulnérabilité fondamentale de notre société mondiale, si je puis dire, eh bien, ce qui pour les stoïciens valait d'abord comme morale individuelle a pu se généraliser à travers des mesures juridiques, y compris d'état d'urgence, de principes de précaution, de décisions de confinement, qui sont, il faut le noter, tous dictés par l'hypothèse du pire. Car c'est bien pour que le pire n'advienne pas, mais donc par conséquent en présupposant que le pire est le plus sûr, que l'on prend ou que l'on a pris toutes ces mesures. Alors, je vais m'arrêter 5 minutes et puis on reprendra. Mais je voudrais dans un deuxième temps, au fond, mettre pas tellement en cause, mais du moins en question, ce paradigme de la catastrophe et a fortiori, je dirais, de la fin du monde, pour montrer ou pour essayer de marquer ses limites quand il s'agit de faire face à l'événement, d'une part, et puis pour essayer justement de réfléchir à ce que veut dire monde dans fin du monde, et finalement à savoir si ce qu'il y a le plus à craindre, c'est simplement la catastrophe comme telle, ou une disparition du monde, je dirais, qui n'est pas forcément une disparition de la vie. Il peut y avoir une vie sans monde, une vie immonde, et que dans un moment où nous sommes en train d'imaginer le monde d'après, il faut justement essayer de réfléchir à ce qui fait monde et qui n'est pas simplement la perpétuation de l'existence, de la santé et de la vie.